Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Ce livre se propose de lire et d'analyser le discours des candidats à l'élection du président de la République, en France, en 2017. Il s'agit ainsi, à la fois d'une analyse du discours qui s'inscrit dans le champ des sciences du langage, d'une analyse des identités politiques, de leurs expressions et de leur mode d'énonciation, qui s'inscrit dans le champ des sciences politiques, et d'une analyse des significations qui s'inscrit dans le champ de la sémiotique et en particulier de la sémiotique politique. Nous nous proposons de commencer par présenter ici les principaux éléments de nos méthodes de travail, afin de mieux préciser le sens de certains termes que nous allons employer, et de présenter nos orientations méthodologiques. En effet, sans doute convient-il, au-delà de la dimension ponctuelle de cet essai, de lui reconnaître une dimension plus théorique. Il se propose d'élaborer une méthodologie d'analyse du discours politique se situant dans le champ d'une réflexion que nous avons engagée il y a maintenant un certain temps sur les identités politiques. Penser les identités politiques suppose une forme de triple exigence. La première est de les situer dans le champ d'une confrontation. Ce que J. Habermas appelle, de façon désormais connue, l'espace public, ce n'est pas seulement un espace d'élaboration et de diffusion des médias, c'est aussi, et peut-être surtout, un espace de débat et donc, de confrontation d'engagements politiques opposés les uns aux autres. En effet, tandis que les identités singulières et psychiques se fondent sur ce que Lacan appelle le stade du miroir, sur l'identification symbolique à l'autre au cours de l'échange des paroles et des signifiants, les identités politiques se fondent, au contraire, sur la confrontation, sur l'opposition. C'est en s'opposant à des acteurs politiques de droite que les acteurs politiques de gauche expriment et définissent l'identité politique dont ils sont porteurs, de la même manière que c'est est en traçant la frontière qui les sépare que les pays instituent leur identité politique dans l'espace des nations. Une deuxième exigence de notre travail est une réflexion sur le concept même d'identité, tel qu'il se situe dans une échéance électorale. C'est qu'une élection est un moment particulièrement important de confrontation des identités, car elles sont opposées les unes aux autres dans la recherche d'un pouvoir. L'institution, en franc, du suffrage universel pour l'élection du président de la République, en 1962, n'est pas seulement à situer dans le champ des institutions et du politique. Sans doute ne peut-elle pleinement se comprendre que si on la situe aussi dans une histoire des médias et des représentations. L'époque où De Gaulle institue le suffrage universel pour l'élection présidentielle après le succès du référendum qu'il propose est en effet l'époque du développement de l'usage politique de la télévision dans le champ politique, et avec elle, l'époque du développement de l'image et donc, de la personnalisation du pouvoir et de sa représentation. Finalement, si De Gaulle propose que le président de la République soit désormais élu au suffrage universel, c'est sans doute aussi pour manifester sa maîtrise des médias, comme le fera en même temps mais surtout après F. Mitterrand. La troisième exigence dont notre entreprise est porteuse est d'instituer un espace symbolique du politique. Si le politique est le champ des confrontations qui opposent les uns aux autres les acteurs, les pouvoirs et les institutions, il s'agit aussi d'un champ de représentation, de discours, de communication et d'information. Il se produit des échanges symboliques dans l'espace du politique. C'est pourquoi il est important de penser une dimension symbolique du politique, c'est-à-dire d'y situer l'élaboration et l'échange des significations au-delà des événements qui impliquent les acteurs qui s'y engagent. En analysant les discours élaborés et échangés au cours de la campagne pour l'élection présidentielle de 2017, nous nous proposons de penser une analyse du discours, mais aussi une place de l'instance symbolique du politique, de nature à donner toute sa dimension et toute sa signification au concept de représentation, au-delà de la dimension institutionnelle de ce concept. La représentation, en dehors de la signification politique de cette notion qui permet de comprendre la logique du vote et de la désignation démocratique des porteurs du pouvoir, désigne l'inscription du politique dans le champ du symbolique et du langage. La représentation, c'est l'introduction de la logique de la signification dans le champ politique, au-delà des pratiques sociales et des diverses modalités de l'exercice réel des pouvoirs. C'est pourquoi il est essentiel de penser une sémiotique des discours électoraux, pour comprendre la complexité et la pluralité de leur signification en explorant les logiques multiples de leur énonciation, y compris sans doute, comme nous tenterons de le faire,
en tentant d'élaborer une dimension inconsciente de cette sémiotique des identités politiques. C'est à quoi nous allons nous employer en étudiant les diverses identités qui se seront exprimées au cours de cette campagne électorale de 2017, et en les situant dans l'histoire et dans la philosophie politique des mouvements dont elles se soutiennent. C'est que l'énonciation du discours politique est complexe, se situant à la fois dans le champ des expressions du psychisme de l'énonciateur qui est une personne, et dans celui des expressions de l'engagement politique dont il est porteur qui se fondent sur une dimension collective. En articulant ainsi une dimension singulière et une dimension collective du politique, nous tenterons de penser le concept même de médiation politique. Pour commencer notre introduction, précisons en quoi consiste l'analyse du discours que nous entreprenons ici. Il s'agit de l'analyse du discours des candidats à une élection présidentielle, ce qui implique, d'ores et déjà, un certain nombre d'exigences. Il s'agit donc d'écriture et de parole. Il ne s'agira pas ici d'une analyse des représentations audiovisuelles, car ce serait trop complexe pour un petit livre comme celui que nous proposons, mais d'une analyse du discours écrit ou parlé, faisant apparaître les logiques de l'énonciation. Cela implique une étude des termes employés, du lexique politique engagé par les candidats, une analyse des spécificités de l'énonciation et en particulier de la façon dont ces discours s'inscrivent dans l'espace politique et dans le temps de la vie politique, et une analyse des orientations rhétoriques de ces discours, la façon dont les énonciateurs se mettent eux-mêmes en scène, la façon dont ils impliquent leur lecteur ou leur public et le type d'argumentation qu'ils mettent en œuvre, puisqu'au bout du compte, il s'agit des apostrophes. Une énonciation orientée vers la recherche d'une adhésion de celles et de ceux à qui ces discours s'adressent. Par ailleurs, cette énonciation met en œuvre une représentation et une expression d'identité politique. Il s'agit donc, pour nous, de rendre raison de la façon dont les discours expriment un engagement politique, l'adhésion à une orientation politique, à un parti ou à une idéologie. Ces discours, en ce sens, vont mettre en scène trois instances du politique, le réel, le symbolique et l'imaginaire. Dans le champ politique, le réel c'est la contrainte, qu'il s'agisse de la contrainte qui s'impose aux acteurs politiques, en particulier les contraintes d'espace et de temps qui régulent le politique, ou de la contrainte propre au politique, le pouvoir, qu'il s'agisse du pouvoir exercé ou du pouvoir subi. Le symbolique, c'est la représentation. Dans le champ politique, il s'agit aussi bien de la représentation mise en œuvre dans l'énonciation du discours ou dans l'élaboration des images ou des musiques, que de la représentation produite par les institutions, médiation symbolique de l'appartenance sociale. Dans la communication électorale, le symbolique consistera en particulier dans la représentation de l'institution présidentielle. Enfin, l'imaginaire, c'est l'expression de ce à quoi l'énonciateur se réfère comme s'il s'agissait d'une forme de réel, mais qui n'existe pas dans la réalité. En l'occurrence, l'imaginaire consiste dans trois pôles majeurs. L'utopie qui exprime l'idéal politique dont se soutiennent les acteurs, c'est-à-dire ici les candidats. Le projet, qui exprime ce qui est encore imaginaire au moment de la campagne électorale, mais que les candidats se proposent de réaliser s'ils sont élus. Et la crainte, ce que l'on peut appeler l'imaginaire négatif, qui exprime ce que les candidats rejettent comme néfaste selon eux au pays et qu'ils appellent les électeurs à rejeter. Mais il nous faut à présent définir et préciser ce que nous entendons ici par identité politique. Une identité est une médiation, c'est-à-dire une articulation entre la dimension singulière d'un acteur politique et sa dimension collective. En particulier, à propos du discours, il va s'agir pour nous de chercher à mieux comprendre la façon dont les acteurs politiques représentent, dans le discours qu'ils tiennent à l'appui de leur candidature à une élection, les deux pôles de leur identité en tant que personne et leur identité en tant que représentant et exprimant un parti politique ou une orientation. L'identité ainsi élaborée et mise en scène par les acteurs politiques au cours de l'énonciation a une importance particulière car il s'agit d'une élection dans laquelle la dimension personnelle est importante. La personnalisation du pouvoir est une caractéristique essentielle du régime politique à dominante présidentielle instauré en France en 1962 quand De Gaulle a proposé l'adoption par référendum, la modification de la Constitution de 1958 visant à instaurer l'élection du président de la République au suffrage universel. Si ce mode de désignation du président a été établi, sans doute est-ce pour trois raisons engageant la personnalisation du pouvoir.
La première tient à la personnalité même de De Gaulle et à sa façon d'exercer le pouvoir, en particulier en instaurant une relation avec l'électorat en dehors des partis. La deuxième raison tient à l'évolution des modes de communication et à l'importance accrue de la télévision et de l'image dans le champ de la communication politique. La troisième raison de cette personnalisation du pouvoir tient à l'évolution, plus générale, de la vie politique, en France mais sans doute dans tous les pays, vers une personnalisation accrue des régimes et des logiques du pouvoir. N'oublions pas que, quand De Gaulle introduit l'élection du président de la République au suffrage universel et cette présidentialisation du régime, Kennedy a été élu président des États-Unis l'année d'avant, Mao, Khrouchtchev ou Tito sont au pouvoir dans les pays socialistes, tandis que, dans les pays du tiers-monde, la décolonisation et l'évolution de l'ensemble de ces pays ont mis en avant la figure des acteurs personnels du pouvoir comme Bourguiba en Tunisie ou Nasser en Égypte. En 1919, dans le métier et la vocation d'homme politique, Max Weber désigne ce qu'il appelle le charisme, comme l'un des trois fondements de la légitimité, avec ce qu'il appelle l'éternel hier, la coutume et la tradition, et la reconnaissance de la légalité du pouvoir et de la compétence de l'acteur. Le principe de l'élection du président de la République au suffrage universel s'inscrit dans cette logique politique, en engageant entre le candidat élu et les électeurs, une forme de reconnaissance fondée sur ce que M. Weber appelle leur confiance en sa seule personne. C'est cette confiance en leur personne que les candidats recherchent au cours de la campagne électorale, en énonçant des discours visant à la susciter. Il est important de noter que M. Weber fait ainsi référence au charisme des hommes politiques au moment où, à la suite à la fois de grandes innovations technologiques, invention de la rotative pour la presse écrite et début de l'audiovisuel avec la radio, et des mutations des fondements et de l'espace de l'État, guerre de 1914 à 1918, émergence de l'Union soviétique et de la puissance internationale des États-Unis, les dirigeants politiques acquièrent une nouvelle dimension, qui va précisément donner toute sa signification à la personnalisation des pouvoirs. Le charisme des acteurs politiques va se manifester lors de l'élection présidentielle dans deux temps. Le processus de la désignation des candidats et l'élection proprement dite. C'est en se faisant désigner comme candidat que les acteurs politiques engagés dans l'élection construisent ce que l'on peut appeler leur personnalité politique. Jusqu'à une date assez récente, en France, cette désignation se faisait au sein des partis politiques. C'est d'ailleurs toujours le cas dans la plupart des partis qui présentent des candidats à l'élection présidentielle. Le Front de gauche, les partis d'extrême gauche, le Front national, désignent leurs candidats dans le cadre des activités du parti. Il s'agit d'une forme d'institutionnalisation des candidats à l'élection par les partis politiques. Le Parti socialiste depuis l'élection de 2012 et les Républicains depuis celle de 2017 mettent en œuvre une procédure d'élection dite primaire pour désigner le candidat qu'ils présenteront lors de l'élection. Les électeurs sont appelés à désigner eux-mêmes le candidat du parti parmi un certain nombre de personnes politiques qui concourent devant eux, à la seule condition de s'engager à voter pour le candidat désigné par le parti lors de l'élection et de soutenir le parti, sans qu'il soit nécessaire d'y adhérer. Il s'agit là d'une influence importante sur la politique française de la vie politique des États-Unis, qui porte sur trois aspects de l'élection. Le premier est le principe même des élections dites primaires, la vie politique française allant jusqu'à employer la traduction du terme utilisé aux États-Unis pour désigner cette procédure. En empruntant ainsi une forme de désignation des candidats, les partis politiques français qui l'adoptent font diminuer le rôle de leurs institutions propres et accentuent la personnalisation de l'élection, car elle commence dès la confrontation entre les candidats à l'élection primaire. Le second aspect de la vie politique française ainsi soumis à l'influence des États-Unis est l'importance particulière que prennent, dans l'espace public, les deux partis qui ont recours à l'élection primaire, le Parti socialiste et les Républicains, ce qui transpose en quelque sorte, dans la vie politique française, le bipartisme anglo-saxon, lui-même introduit aux États-Unis, qui oppose les démocrates et les républicains par la vie politique britannique qui voit se confronter les travaillistes et les conservateurs. Par le mécanisme des élections primaires, le PS et les républicains se donnent une caractéristique qui les distingue des autres partis politiques en affichant une importance particulière dans la vie politique,
ce qui tend à accentuer le bipartisme engagé par le principe même de l'élection présidentielle à 2 tours, même si ce bipartisme en quelque sorte originel a été bouleversé, en particulier depuis l'élection présidentielle de 2002, par l'importance accrue du Front national. Une troisième influence des États-Unis sur la vie politique française est propre au parti de droite. En effet, ce parti qui a pris plusieurs noms depuis sa fondation pour le soutien à De Gaulle en 1958, a pris le nom des Républicains à l'initiative de N. Sarkozy, ce qui constitue une sorte de reconnaissance de l'influence des États-Unis, où ce parti représente la droite contre les démocrates. Ce nouveau nom manifeste en même temps une autre forme d'influence des États-Unis, car il s'agit d'une rupture avec la droite classique en France qui revendiquait un rôle important de l'État et de ses pouvoirs propres, en manifestant une orientation de la droite beaucoup plus soumise au libéralisme. Le charisme et l'identité politique personnelle des candidats va trouver dans le mécanisme des élections primaires une occasion de se manifester dans une période plus longue que dans la campagne pour l'élection elle-même, puisqu'en particulier en raison du rôle des médias, les élections primaires constituent ce que l'on peut appeler un temps de plus de l'élection. En faisant commencer la campagne publique pour l'élection dès la désignation des candidats, le dispositif des élections primaires accroît ce que l'on peut appeler la durée médiatique de l'élection en la faisant commencer plus tôt dans l'espace public et en accentuant ce que l'on peut appeler la feuilletonisation de l'élection, mais elle accroît aussi la personnalisation de l'élection primaire et le rôle qui joue le charisme des candidats, c'est-à-dire ce que on peut appeler leur personnalité politique propre par leur confrontation, et par l'occasion qu'elle leur donne de jouer un rôle personnel plus tôt et en diminuant, finalement, le rôle des partis dans l'élection, au profit de l'accroissement du rôle qui jouent les personnes candidates. L'élection proprement dite engage une campagne électorale particulière qui met en scène la personnalité des candidats et contribue à élaborer leur identité politique propre. L'image que les candidats proposent d'eux-mêmes, tant dans leurs discours et leur énonciation que dans les représentations dont ils font l'objet dans l'espace public, définit ce que l'on pourrait appeler une iconicité du pouvoir. Il s'agit d'une forme d'articulation entre une dimension proprement politique de la représentation des candidats, en particulier dans l'expression de leurs projets et des engagements dont ils sont porteurs, et ce que l'on pourrait appeler une esthétique du politique. Cette médiation esthétique de la représentation des candidats contribue à une forme de sublimation de l'identité politique, qui se met en œuvre à l'occasion des élections présidentielles et qui articule la personne et le projet, l'image des candidats comme acteurs de l'espace public et le discours dont ils sont porteurs, cette articulation définissant une identité électorale associant une instance esthétique et une instance politique. Une fois les candidats proprement désignés à l'issue de ce que l'on peut appeler le cycle des élections primaires et du choix des partis politiques, ils deviennent des acteurs de l'élection, dans les deux sens du terme acteur. En effet, ils sont à la fois des acteurs de la confrontation politique qui a lieu dans l'espace public en particulier au cours des campagnes électorales et des acteurs au sens que le spectacle donne à ce terme. Ils interprètent en la représentant identité politique dont ils sont porteurs en la plaçant dans le jeu électoral et dans l'opposition aux autres idées politiques et aux autres acteurs de l'espace public. La campagne électorale va constituer une situation d'énonciation particulière qui, dans l'espace public et dans le temps qui précède l'élection, va articuler la rhétorique des candidats, leurs images et leur esthétique, mais aussi l'imaginaire qu'expriment leurs projets. C'est que l'iconicité du pouvoir articule la dimension symbolique de la représentation du réel du pouvoir et la dimension imaginaire du projet dont les candidats sont porteurs et qui exprime ce qu'ils envisagent de mettre en œuvre s'ils sont élus, ce qui constitue bien la dimension imaginaire d'un projet ou d'un programme. Tandis que le temps de l'élection articule deux temps de la confrontation entre les projets et entre les candidats, celui de la désignation des candidats et celui de la confrontation entre les candidats désignés, on peut dire qu'il articule aussi les trois dimensions des identités politiques, que nous proposons de désigner par les trois termes élaborés par Lacan dans le champ de la psychanalyse, le réel, le symbolique et l'imaginaire. Ce que nous nous proposons de désigner ici comme le réel, c'est à la fois le pouvoir et la quête du pouvoir. Il s'agit à la fois de l'exercice du pouvoir et de la mise en œuvre par les candidats des démarches et des pratiques qui constituent le temps réel de la campagne électorale et de leur confrontation entre eux.
Ce que nous proposons de désigner comme le symbolique, c'est l'ensemble des représentations des candidats, qu'il s'agisse de leur discours et de leur image ou des activités mises en œuvre au cours de la campagne pour les faire apparaître dans l'espace public, meetings, réunions et débats, situations de discours, etc. Enfin, ce que nous désignons ici comme l'imaginaire, c'est dans la situation électorale, le champ du projet. Il s'agit des projets que les candidats se proposent de mettre en œuvre, s'ils sont élus, au cours de leur exercice du pouvoir et qui les distinguent les uns des autres dans le temps de la campagne électorale, en définissant ce que l'on peut appeler leur engagement et leur identité. L'élection, en particulier l'élection présidentielle en raison de l'importance du président de la République dans les institutions de notre pays, est une situation qui fait apparaître une dynamique particulière de communication et de représentation en donnant finalement un sens particulier au charisme dont parle M. Weber. Dans la situation de l'élection, le charisme ne définit pas seulement une modalité d'exercice du pouvoir et une façon de donner une image de soi dans l'espace public. Il désigne l'articulation électorale entre les acteurs politiques et la configuration imaginaire de leur présidentialité. Le charisme, c'est finalement, dans le champ de l'élection, une articulation particulière entre des acteurs politiques désignés comme des candidats, des projets et des identités de partis et des engagements et des électeurs, qui sont ainsi, à la fois les destinataires de ces énonciations et ceux dont on attend la décision finale que l'on cherche à orienter au cours de la campagne. Le charisme articule le désir des candidats et celui des électeurs dans la dynamique de la campagne et de l'élection. Cela nous amènera à évoquer une dimension inconsciente de la vie politique et de l'espace public, car comme toute affaire de langage et de médiation, le politique repose sur la dualité entre une dimension proprement consciente et explicite et une dimension inconsciente et refoulée. Cette importance du psychisme dans la dimension singulière de l'identité politique ne saurait être méconnue dans l'analyse des campagnes électorales, car il s'agit bien de désigner des personnes, et en ce sens, la subjectivité des candidats revêt une importance particulière dans le fait électoral. Qu'il s'agisse de désigner des parlementaires, des élus locaux ou un chef d'État, l'élection met en présence la personnalité singulière de candidats et celle des électeurs, et on ne peut comprendre les logiques et les dynamiques de l'élection en ignorant ou en mésestimant l'importance du psychisme dans l'identité politique. Mais il faut aller tout de même au-delà de cette personnalisation du politique, pour mieux comprendre ce qu'est une identité politique, car comme toutes les médiations, il s'agit d'une dialectique entre une dimension singulière et une dimension collective. Une identité politique comme celle qui s'exprime et se manifeste dans le débat électoral va mettre en œuvre une double articulation. Il s'agit d'une articulation entre la dimension singulière d'une personne et la dimension collective de son appartenance et de son engagement, et il s'agit d'une autre articulation entre l'imaginaire d'un projet, le réel d'une pratique et le symbolique d'un discours et d'une représentation. Ce sont ces deux articulations qu'il convient d'approcher ici sur trois plans: l'engagement, le projet et la personnalité. D'une part donc, les identités politiques des acteurs politiques articulent une instance singulière, celle des dirigeants comme celle des militants, et au-delà des électeurs et une dimension collective, celle du parti auquel ils appartiennent ou des électeurs qu'ils sont censés représenter. Finalement, on peut dire que le principe même de l'élection et de ce que l'on appelle la représentation en politique consiste dans une articulation comparable à celle de la signification entre deux réalités, celle d'un acteur politique et celle d'un collectif qu'il représente ou qu'il est censé représenter. L'élection met en œuvre cette représentation dans le choix d'un acteur politique. Cela implique un engagement, qui s'exprime lors du vote, mais qui fait l'objet d'une forme de modèle lors des campagnes électorales. Le discours des candidats met en scène un idéal politique qui donne une consistance à l'engagement qu'ils recherchent auprès des électeurs à qui ils s'adressent. Lors de l'élection et de la campagne électorale, l'engagement prend la forme d'un projet et d'une pratique. D'autre part, en effet, une identité politique définit un projet, en particulier lors d'une élection. La rhétorique des discours énoncés pendant une campagne électorale vise à mettre en scène un projet. Si je suis élu, voici ce que je ferai. Et à tenter de susciter l'adhésion des électeurs à ce projet. L'engagement définit une forme d'articulation entre projet et adhésion. En ce sens,
Le discours tenu lors d'une campagne exprime une forme de performatif, de discours recherchant un effet de réel, en l'occurrence l'adhésion de ses destinataires sous la forme de leur vote. La logique du projet consiste, en quelque sorte, lors de l'élection, dans l'expression d'un idéal politique, qu'il s'agisse d'un idéal de vie urbaine dans le cas d'une élection municipale ou d'un idéal de vie sociale plus général dans le cas d'une élection présidentielle ou d'une élection législative. Le projet proposé par les candidats représente une forme de sublimation de l'engagement, puisqu'il exprime un idéal. C'est ainsi, par exemple, la raison pour laquelle, au seuil de son projet électoral, dans l'introduction, Bruno Le Maire explique que son projet est audacieux. Enfin, comme toute identité, une identité politique repose sur l'articulation de deux plans, un plan conscient et un plan inconscient. Comme l'élection présidentielle met en scène des personnes, au cours d'une confrontation entre les candidats et d'un dialogue entre les candidats et les électeurs, elle va se jouer entre la dimension manifeste de ces personnes, celle qui s'exprime dans leur discours ou dans leur choix, et une dimension cachée, celle de leur inconscient, qui comporte des références à la culture dont ils sont porteurs sans toujours en être conscients, et à des souhaits ou à des rejets Ils manifestent sans que soient exprimés les désirs ou les craintes, voire les formes politiques de phobie, qui les orientent. Nous aurons ainsi, au cours de notre analyse des identités politiques des candidats à l'élection présidentielle, à tenter de faire apparaître la dimension inconsciente de leur énonciation et de leur engagement. En effet, pour pleinement comprendre le débat politique qui met en scène la confrontation entre des personnes, on ne saurait ignorer ou méconnaître cette dimension inconsciente de la parole des candidats, de leur discours, de leur énonciation. Il n'est pas question ici de chercher à comprendre la raison pour laquelle les candidats se sont lancés dans la vie politique, et à chercher le pouvoir en se présentant aux élections, mais il s'agit de chercher à comprendre quelles peuvent être les logiques inconscientes qui permettent de donner toute leur signification à leur discours, à leurs projets, à leurs images. C'est qu'il y a une énonciation du politique qui, comme toute énonciation, c'est-à-dire comme toute pratique symbolique, consiste à élaborer les signifiants du langage politique et à articuler ce langage à un non-dit, à un vaste espace refoulé, enfoui dans l'obscurité d'un inexprimable. Il y a ainsi de l'interdit, de la censure dans le discours électoral, qui vient réguler la parole des candidats et les représentations qu'ils mettent en œuvre au cours de leur campagne. C'est toute cette complexité du discours, de la parole et de l'identité des acteurs politiques que nous allons tenter de lire et d'analyser dans leur discours au cours de ce que nous pouvons appeler les deux moments de la campagne électorale, celui de la désignation des candidats et celui de l'élection elle-même. On peut ainsi définir deux espaces de la communication électorale en vue de l'élection présidentielle de 2017, qui correspondent à la dualité que nous avons envisagée au sujet des élections primaires. Il s'agit de l'espace d'énonciation des partis et celui de l'espace public. En d'autres termes, il y a deux interlocuteurs des candidats dans la campagne électorale. Ceux qui, appartenant au même parti qu'eux ou partageant la même orientation, échangent avec eux des représentations inscrites dans une culture et une identité communes, et le commun des électeurs qui, n'appartenant pas nécessairement au même parti et n'étant pas nécessairement porteurs des mêmes idées et des mêmes engagements qu'eux, ont à être convaincus de les choisir lors de l'élection proprement dite. Sur le plan méthodologique, cela va impliquer de notre part l'analyse de deux formes de discours et de deux formes de rhétorique, qui se distinguent par l'espace et le temps de leur énonciation. Ce que l'on peut appeler l'énonciation primaire désigne l'énonciation du discours électoral dans l'espace et le temps de l'élection primaire, au sein des partis et de leur électorat, dans un espace public premier, celui de la désignation. Dans cet espace public, la confrontation a lieu entre les candidats qui se présentent aux élections primaires ou dans d'autres partis entre les candidats qui se présentent à la désignation de leur parti ou de leur organisation politique. Ce que l'on peut appeler l'énonciation électorale va désigner l'énonciation du discours dans un espace public secondaire, l'espace et le temps de l'élection présidentielle proprement dite. Dans cet espace public, la confrontation a lieu entre les candidats des différents partis. Sans doute conviendra-t-il de faire apparaître des modes d'énonciation distincts. Cela engage un mode particulier de présentation et d'analyse des discours énoncés au cours de la campagne électorale. L'analyse des discours des acteurs reposera sur la distinction entre les identités politiques en présence.
Il s'agira de faire apparaître les modes d'énonciation propres aux différentes identités politiques participant à la confrontation électorale, afin d'approfondir la réflexion sur les caractéristiques de ces différentes identités et, sans doute, d'analyser l'articulation du discours électoral des acteurs en présence à leur culture politique propre. Notre analyse comportera aussi une brève comparaison, afin de faire apparaître les spécificités du débat électoral de 2017, par rapport à celui de 2012 ou à celui d'élections ayant eu lieu dans d'autres pays. Notre analyse s'inscrit à la fois dans le temps long de l'histoire des acteurs politiques de notre pays, faisant apparaître les continuités et les ruptures de l'élection de 2017 par rapport à la culture des partis, et dans le temps court du débat public institué lors de l'élection de 2017, afin de faire apparaître les spécificités de chaque candidat, mais aussi les éléments communs à tous qui définissent une forme de culture politique commune. D'où le débat engagé pendant le premier moment de la campagne électorale, celui des primaires et de la désignation des candidats, est le temps au cours duquel se fixent et se définissent les enjeux de l'élection, en même temps que se dessinent les éléments d'un bilan du mandat parvenu à son terme. En revanche, le débat engagé dans le second temps, celui de l'élection même, définit les enjeux de la confrontation entre les partis, les thèmes par lesquels ils se distinguent les uns des autres, et finalement, définit une première approche de ce que sera le mandat présidentiel de 2017 à 2022. C'est pour mieux faire apparaître l'apport du débat institué autour des primaires que nous avons choisi d'analyser le discours de l'ensemble des candidats, y compris de ceux qui, évincés à l'issue des primaires, ne seront finalement pas candidats à l'élection proprement dite. Notre méthode d'analyse de ces deux aspects du discours électoral des candidats à l'élection présidentielle, fondée sur une sémiotique du discours politique, comportera 4 aspects qu'il peut être utile de définir ici. Le premier aspect de l'analyse sera l'étude des termes employés. Il s'agira d'une étude du lexique politique engagé par les différents discours électoraux. Cette étude sera destinée à la fois à faire apparaître les constantes du lexique politique dans le discours de tous les acteurs et les spécificités du lexique politique propre à chaque identité politique en présence dans l'espace public. L'étude du lexique politique consiste à la fois dans l'étude des termes employés par les différents énonciateurs du discours politique mis en œuvre lors de la campagne électorale, et dans l'étude de l'articulation de l'usage de ces termes par les discours de 2017 à leur présence dans la culture politique des différents acteurs en présence. L'importance de l'analyse du lexique politique tient à la fois au fait qu'elle permet de mieux comprendre la signification des termes employés par les différents énonciateurs en présence, et au fait qu'elle permet de mieux comprendre les modes d'expression et de représentation des identités politiques en présence, y compris dans leur dimension inconsciente. C'est que l'usage du lexique n'est pas toujours contrôlé, mais permet de mieux comprendre comment les discours s'articulent à des logiques communes à tous les énonciateurs en même temps qu'à des approches du politique propres à chaque participant au débat public. Enfin, l'étude du lexique politique permet de mieux comprendre la définition des figures politiques et des thèmes propres au discours de chaque acteur et la façon dont s'expriment ainsi les identités politiques. Le deuxième aspect de l'analyse des discours tenus pendant la campagne électorale sera l'approche de la place assignée à l'électeur par chacun de ces discours. C'est que, fondamentalement, le discours énoncé à l'occasion d'une campagne électorale est destiné à susciter l'adhésion des électeurs, et à engager ses auditeurs ou ses lecteurs à choisir le parti ou le candidat qui énonce le discours en rejetant les autres. C'est pourquoi il s'agit d'un discours engageant une forme de performativité. En effet, en adhérant au discours énoncé ou en le rejetant, l'électeur met en œuvre un acte politique particulier en exprimant son identité au cours d'un vote dont l'effet de réel sera le succès d'un candidat et le rejet des autres. Dans ces conditions, les discours énoncés par les candidats donnent une certaine place aux électeurs à qui ils sont destinés et engagent une forme de contrat d'échange symbolique entre le candidat qui s'exprime et les électeurs qui entendent ses propos ou les lisent. Finalement, il s'agira pour nous de mettre en évidence la nature de la relation imposée par les discours entre les acteurs politiques qui les énoncent et les électeurs à qui ils sont destinés. La place de l'électeur dans les discours est une forme de définition de l'identité politique à laquelle il est censé adhérer par l'expression de son vote. Sans doute s'agit-il là de la signification majeure de l'élection du président de la République au suffrage universel.
Au-delà même de l'organisation des élections primaires, elle définit les logiques d'un échange entre les candidats et les électeurs, donnant une forme de consistance symbolique à l'identité des candidats et à celle du peuple. Un troisième aspect de l'analyse du discours est l'observation de l'évolution du discours politique dans le temps. À travers la lecture des thèmes et des figures propres à chaque discours et communs à l'ensemble des identités politiques, on peut observer l'évolution du débat politique depuis l'élection précédente, celle de 2012, en même temps sans doute qu'au cours de l'ensemble de l'histoire du débat politique engagé dans notre pays. C'est ainsi, par exemple, que l'on pourra faire apparaître des constantes comme le thème de l'emploi ou celui de la construction européenne, en même temps que des spécificités du discours de 2017 comme la spécificité de la figure des migrants dans le thème plus large de l'immigration et celui de la mobilité des salariés. Un autre élément important qui définit la spécificité du discours électoral de 2017 sera la façon dont les différents candidats qui s'expriment se situent à la fois par rapport au passé, à l'élection de 2012 et au bilan du quinquennat qui s'achève et par rapport au futur qu'ils imaginent, et à la façon dont ils projettent dans leur discours un mode d'exercice du pouvoir. C'est ainsi, en particulier, que la différence entre le discours électoral contemporain et celui qui pouvait se tenir lors des élections lors du mandat de 7 ans du président de la République est le double rapprochement des élections, par rapport à l'élection précédente et par rapport aux élections législatives. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.